Bonjour à toutes et à tous. La finance verte, on en entend parler partout. C'est la promesse de milliards, voire de milliers de milliards de dollars pour l'Afrique. Mais voilà, que se passe-t-il quand tout cet argent, il n'arrive pas vraiment là où il devrait. Aujourd'hui, on va décortiquer un cas d'étude super intéressant. Il nous montre pourquoi concrètement les projets verts ont tant de mal à se financer. Et surtout, il nous donne des pistes pour y remédier. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. C'est vraiment la question centrale. D'un côté, on a des financements verts qui sont, en théorie, disponibles. De l'autre, des besoins qui sont juste immenses. Et pourtant, sur le terrain, ça coince. C'est une sorte d'énigme, un vrai casse-tête qui bloque plein de projets qui, sur le papier, sont pourtant super prometteurs. Alors, pour essayer de comprendre ce blocage, on va se concentrer sur une zone bien précise, la zone OHADA. Cet espace économique, qui est assez unique en Afrique, est en fait le théâtre d'un paradoxe qui nous en dit long, vraiment très long sur les défis de la finance durable. La zone OHADA, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, imaginez un club de 17 pays africains qui ont décidé de partager les mêmes règles pour le droit des affaires. C'est énorme. En théorie, c'est un peu le rêve de tout investisseur, non? Un cadre juridique qui est harmonisé, stable, sécurisant, bref, tout ce qu'il faut pour attirer les capitaux. Et c'est précisément là qu'on tombe sur le paradoxe. Parce que d'un côté, on a ce cadre juridique solide, presque idéal, de l'autre, des investisseurs internationaux qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table, mais entre les deux, il y a comme un trou, un chaînon manquant. C'est un peu comme si on avait une super voiture et un plein d'essence, mais qu'il manquait la clé pour la démarrer. L'argent est là, mais il ne peut pas circuler. Bon, ce fameux chaînon manquant, il a un nom un peu technique. C'est le déficit de bancabilité. On va voir ensemble ce que ça veut dire. En gros, c'est pourquoi, alors que tout le monde est de bonne volonté, les projets ne sont pas jugés finançables par les banques sur place. Et là, attention, parce que quand on pose la question aux banques de la région, la réponse est assez surprenante. Le problème, ce n'est pas qu'elles manquent d'argent, pas du tout. Le vrai problème, c'est qu'elles ne voient tout simplement pas passer de projets verts qu'elles peuvent financer. C'est ça le truc. Il y a une vraie pénurie de projets qu'on pourrait qualifier de bancables. Voilà, cette phrase, elle vient directement de discussions avec des banquiers locaux et elle résume absolument tout. Le message, c'est on veut bien, mais on n'a rien à se mettre sous la dent. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est vraiment une question de produit. Les projets n'arrivent pas sur leur bureau dans un format qu'ils peuvent prendre, analyser et valider. Ok, mais alors pourquoi ces projets ne sont pas bancables? Qu'est-ce qui cloche? En fait, la réponse est assez contre-intuitive. Elle se trouve au cœur même des banques. Le vrai défi, il est opérationnel. C'est-à-dire que les équipes en interne n'ont tout simplement pas les compétences pour, par exemple, structurer un prêt vert, pour intégrer la performance environnementale dans une analyse de risque, ou même pour déployer commercialement ces nouveaux produits qui sont assez complexes. Bon, alors comment on fait? Comment on résout ce problème de capacité interne? C'est là qu'entre en jeu un nouvel acteur, une sorte de pièce manquante du puzzle. L'idée, c'est d'aider les banques à construire les outils dont elles ont besoin et surtout à mieux maîtriser les risques qui vont avec. Et cet acteur, on l'appelle un intégrateur stratégique. Son rôle, c'est un peu celui d'un traducteur, d'un pont entre des mondes qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à se parler. D'un côté, la finance locale, avec ses règles, ses comités. De l'autre, l'expertise technique, très pointue, sur les bâtiments durables. Et enfin, les standards ESG internationaux. L'intégrateur, il est là pour faire en sorte que tout ce petit monde parle la même langue. Alors concrètement, ça donne quoi? Première étape, créer des produits financiers clés en main. En gros, l'intégrateur fait le boulot que les banques ne peuvent pas faire toutes seules. Il va par exemple structurer des prêts verts, des hypothèques vertes qui sont parfaitement adaptées aux droits OHADA et aux comités de crédit locaux. Et surtout, il va y intégrer un standard technique clair comme la certification EDGE pour être sûr qu'on parle bien de vrais projets verts. Maintenant, avoir un beau produit sur le papier, c'est une chose. Mais pour qu'une banque accepte de prêter de l'argent, il faut de la confiance. Et c'est là que l'intégrateur joue un deuxième rôle crucial, celui d'expert technique indépendant. C'est lui qui va analyser la performance réelle du projet, combien d'énergie il va économiser, combien d'eau, etc. et fournir une sorte de scoring ESG à la banque. En quelque sorte, c'est une garantie contre le greenwashing et les déceptions techniques. Ok, donc là, nos banques locales sont mieux équipées, elles ont des produits, elles se sentent plus en confiance. L'étape d'après, c'est quoi? C'est de les connecter au grand bain, au marché mondial des capitaux verts. On passe du problème interne au défi externe. Et là, on voit très bien le fossé qu'il faut combler. La banque locale, elle raisonne en termes de prêt hypothécaire conforme au HADA, d'approbation par le comité de crédit local. L'investisseur international, lui, il est dans un autre monde. Il parle de Green Bond Frameworks, de standards IFC, de reporting d'impact CO2. C'est pas la même langue. L'intégrateur,
Son job, c'est justement de faire la traduction pour que ces deux mondes puissent enfin se comprendre et travailler ensemble. C'est super tout ça, mais avoir des banques prêtes à financer, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de projet à mettre en face. On en revient à notre problème de départ. On n'a pas assez de projets bancables. Donc la solution, elle doit aussi s'attaquer à ça, la création d'un pipeline, c'est-à-dire un flux régulier de bons projets. Et comment on fait ça? Surtout pas en restant assis à attendre que les projets tombent du ciel. Non, il faut être proactif. Par exemple, en organisant des ateliers de travail qui réunissent les promoteurs immobiliers, les entreprises du coin, les municipalités. L'idée, c'est de repérer les projets très en amont, de les aider à bien se structurer pour qu'ils cochent toutes les cases des banques et ensuite de faire le lien. On va chercher les projets. Très important, le but du jeu, ce n'est pas que l'intégrateur reste là pour toujours. Loin de là. L'objectif final, c'est de rendre les banques locales complètement autonomes. Et pour ça, la clé, c'est le transfert de compétences. C'est le but de ce programme de formation. Module après module, les équipes locales apprennent à tout faire elles-mêmes. Et à la fin, ce qu'elles ont, ce n'est pas juste un certificat, c'est du concret, des fiches produits prêtes à l'emploi, des modèles d'analyse de risque, un plan de déploiement, tout le nécessaire pour voler de leurs propres ailes. Alors, si on prend un peu de hauteur maintenant, on voit que toute cette stratégie, mise en place brique par brique, construit en fait quelque chose de beaucoup plus vaste. Elle dessine une vision, une véritable ambition pour toute la région. Et cette vision, la voici. L'idée, ce n'est pas seulement de financer quelques bâtiments verts par-ci par-là. Non, l'idée, c'est de prendre l'avantage juridique énorme de la zone OHADA et de le transformer en un leadership technique et financier. L'ambition, c'est rien de moins que de faire de la zone OHADA la région de référence, le hub incontournable de la finance verte en Afrique. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Ce modèle, cette approche qui part vraiment du terrain pour construire pas à pas tout un écosystème, est-ce que cette méthode pragmatique ne serait pas finalement la clé pour débloquer la finance durable dans d'autres régions du continent? Après tout, peut-être que la solution, ce n'est pas tant d'attendre que l'argent arrive, mais plutôt de construire les tuyaux pour qu'ils puissent enfin couler. C'est une piste de réflexion intéressante. Merci d'avoir suivi cette analyse.